Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information. Au sommaire de cette édition, lancement ce jeudi matin de l'atelier d'évaluation et de capitalisation des acquis de l'initiative de la plateforme des organisations de la société civile du Bénin, dénommée Citoyens Veille et Contribue. Eh bien, vous aurez le compte rendu dans cette édition. Nouvelle configuration territoriale au Bénin et nomination de 6 nouveaux préfets, décision issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Vous suivrez dans ce journal les avis de quelques spécialistes sur la question. Et puis, le Burkina Faso va disposer désormais d'une centrale solaire de 33 MW, la plus grande du Sahel. Sa construction a été lancée ce jeudi. Bienvenue à toutes et à tous. La plateforme des organisations de la société civile a lancé ce matin l'atelier d'évaluation et de capitalisation des acquis de l'initiative Citoyens Veille et Contribue. Cet atelier intervient après la veille citoyenne et l'observation de l'élection présidentielle de mars 2016. Prévu pour durer 2 jours au Palais des Congrès de Cotonou, cet atelier réunit différentes structures de la société civile et autres personnages. C'est un reportage de Fréjus Serlon et Damien Pedro. Cet atelier d'évaluation et de capitalisation des acquis de l'initiative dénommée Citoyens Veille et Contribue rassemble les différents partenaires techniques et financiers de la plateforme des organisations de la société civile, puis les organes de gestion de l'élection présidentielle de 2016 et divers acteurs ayant contribué aux activités liées au scrutin. Pour Julien Oussou, le coordonnateur de la plateforme, cet atelier vise de façon générale à créer un cadre de revue critique de l'ensemble des actions de la plateforme électorale des organisations de la société civile autour de l'élection présidentielle de mars 2016. Plus spécifiquement, il s'agira pour les participants d'amender et de valider le rapport d'évaluation de l'initiative dénommée Citoyens Veille et Contribue, de valider le rapport général d'observation et le film documentaire de capitalisation de l'initiative, mais aussi et surtout de réfléchir sur les perspectives de la plateforme des organisations de la société civile et les opportunités de capitalisation des acquis, a précisé Fatoumata Batakozosu, présidente de la plateforme. Nous voici aujourd'hui réunis pour faire le bilan du travail abattu et tirer les enseignements qui s'imposent, fidèles à notre engagement de tout faire pour tout bien faire. Aucun succès ne doit paraître si grand pour nous posséder au point d'occulter l'insuffisance la plus infime. Les bons points, les moins bons doivent être mis sur la table et les solutions idoines trouvées pour mieux envisager les futurs rendez-vous électoraux au Bénin. Mesdames et messieurs, je voudrais exhorter donc au courage dans l'évocation de nos insuffisances et des écueils auxquels nous avons été confrontés. Je voudrais vous exhorter à la générosité dans les propositions de solutions pour capitaliser au mieux ce qui a bien marché. Selon Gustave Assa, même si tout n'a pas été reluisant, la plateforme des OSC a réussi sa mission. Nous nous sommes sacrifiés, certes, parce que le combat était très clair. Gagner, gagner ou gagner. Et gagner en paix les élections. Et l'heure est venue de faire le bilan, certainement. Cet atelier entend évaluer et capitaliser les acquis de l'initiative Citoyens Veille et Contribue et a débuté depuis juillet 2015. Mesdames et messieurs, certes, la tâche n'a pas été facile. Et nous reconnaissons avoir eu des défaillances, peut-être des manquements que vous avez observés, et vous partagerez cela avec nous tout à l'heure. Mais nous pouvons aujourd'hui nous réjouir d'une seule chose. Nous avons tenté de réussir, mais nous avons réussi à aboutir à des élections libres, transparentes et apaisées au Bénin, notre Bénin. La plateforme n'a pas manqué de remercier les différents partenaires techniques et financiers, ainsi que les médias, qui pour elle ont été d'un grand soutien dans l'atteinte de ses objectifs. Cet atelier, prévu pour durer 2 jours, prend fin ce vendredi. Direction Palais de la Marina, où d'importantes décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi en présence du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Entre autres décisions, le choix des chefs-lieux et nomination des 12 préfets. Voici un extrait du point fait par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Makandjou Pascal-Irénée Koupaki. Le Conseil a approuvé les projets de décret portant attribution, organisation
et fonctionnement des 10 ministères ci-après. Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, ministère du cadre de vie et du développement durable, ministère chargé du plan et du développement, ministère de la santé, ministère des infrastructures et des transports, ministère du travail, de la fonction publique et des affaires sociales, ministère de la justice et de la législation, ministère chargé de la défense nationale, ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Au terme de la loi du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale, le territoire national est découpé en 12 départements dont les dénominations sont connues de nous tous. Je voudrais donc vous donner lecture des localités chefs-lieux de département. Département de l'Alibori, chef-lieu Kandi. Département du Borgou, Parakou. Département de l'Atakora, Natitengu. Département de la Donga, Djougou. Département du Zou, Abomey. Département des collines, d'Assazoumé. Département de l'Ouémé, Porto Novo. Département du Plateau, Pobé. Département du Mono, Lokossa. Département du Koufou, Aplaoué. Département de l'Atlantique, Alada. Département du littoral, Cotonou. Le Conseil des ministres a pris un décret portant nomination des 12 préfets de département qui représentent désormais le gouvernement dans les 12 départements. Département de l'Atakora, Tchabi, Na, Déré. Département de l'Alibori, Moussa, Mohamedou. Département de l'Atlantique, Kodia, Jean-Claude. Département du Borgou, Mama Sissé, Moussa, Djibril. Département des collines, Nohuignon, Djaïpon, Donatien. Département du Koufo, Megbedji, Christophe. Département de la Donga, Biao, Aïné, Suleiman, Eliassou. Département du littoral, Toboula, Modeste. Département du Mono, Zissou, Komlan, Sénan. Département de l'Ouémé, Apiti, Joachim, Marie-Florence, Marie-Flores, Vignon. Département du Zou, Couton, Aimé, Firmin. Les chefs-lieux des 6 nouveaux départements du Bénin ainsi que les noms des 12 préfets ont donc été dévoilés en Conseil des ministres. Ces nominations interviennent alors qu'il est observé quelques tensions dans certaines communes déçues de n'avoir pas été retenues comme chef-lieu de département. Passé de 6 préfets à 12, quelle est la nécessité et quelles seront les retombées politiques pour Patrice Talon et à quel risque? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Servon et Damien Pedro. 17 ans déjà que le Bénin devrait passer de 6 à 12 départements avec la désignation de nouveaux chefs-lieux. Mais face à l'hostilité de certaines communes de se voir arracher le titre par d'autres localités, soutenues par le manque de courage politique des gouvernements précédents, ils ne verront jamais le jour. Mais pour le régime du président Patrice Talon, l'heure était venue de trancher sur cette question. Ainsi, à la faveur du Conseil des ministres du 22 juin, en plus des anciens, 6 nouveaux chefs-lieux de département ont été retenus et 12 préfets nommés. Kandi, Alada, Dassazoumé, Aplahoui, Djougou et Pobé, quel avantage pour ces nouveaux chefs-lieux de département? Ce qu'il y a, c'est que l'administration préfectorale est installée à ce lieu.
Et si on doit suivre la loi, c'est que les services déconcentrés de l'État se retrouvent également à ces lieux. Donc s'il doit y avoir la direction départementale, ça va se retrouver dans cette commune-là. Quelque chose d'important quand même, une meilleure sécurité dans la localité, parce que plus vous avez des administrations mises en place, plus la sécurité est renforcée. Pourquoi était-il nécessaire de passer de 6 à 12 départements? Il se fait que notre territoire peut paraître parfois petit, mais ça regroupe un ensemble de citoyens qui sont éparpillés à divers niveaux. Et il fallait d'une manière ou d'une autre que l'État intervienne à tous les niveaux. Ce qui faisait que les 6 départements se retrouvaient contraints de parcourir de grandes distances pour pouvoir couvrir leur zone géographique. Donc, à partir de ce moment-là, les États généraux ont souhaité qu'on puisse aller au rapprochement de l'administration des administrés et dans le même temps procéder à une décentralisation qui a permis de doter le pays de communes. Donc, pour Francis Laleye, il est évident que les retombées politiques pour le président Talon ne seront pas négligeables, puisque les ressortissants des nouveaux chefs-lieux auront une certaine reconnaissance vis-à-vis de l'exécutif. Mais pour les mériter, il ne faudra pas déjà dormir sous ses lauriers. Dans des localités qui ont été choisies aujourd'hui, si au bout de quelques années, les gens se rendent compte que c'est une coquille vide, que ça n'a rien entraîné en termes d'infrastructure, que ça n'a rien entraîné en termes d'investissement, et que c'est juste le nom qui a changé, bon, chef-lieu, il faut pas s'attendre à ce que les retombées soient très fortes. Quel est le prix que devra payer Patrice Talon pour le compte des localités qui n'ont pas reçu satisfaction? Disons le pire pour des acteurs politiques, ça serait que les populations des localités qui ne seraient pas satisfaites en viennent à leur faire payer ça, électoralement parlant. Mais on n'a pas d'élection tout de suite. On a quand même un répit. Donc de ce côté-là, je dirais que l'avantage est plutôt à ceux qui décident en ce moment. Mais le gouvernement a encore sa carte à jouer pour ne pas faire des mécontents. Faire en sorte que, au bout d'un an, de 2 ans, de 3 ans, que telle commune puisse se dire, bon écoutez, c'est vrai, nous on voulait le chef-lieu, on ne l'a pas eu, mais franchement, après 3 ans, regardez, on n'a pas à rougir de ce qu'on a obtenu. Au-delà des guéguerres entre communes pour abriter les chefs-lieux de département, le véritable défi pour le Bénin est le développement à la base avec l'avancement du pays dans quelques années sur le terrain de la décentralisation. Et que pensent les citoyens de cette configuration territoriale? Moriagua et Fréjus Fiossi ont recueilli les avis de quelques-uns. C'est des dossiers qui sont dans les tiroirs depuis très longtemps. Je crois que ça date déjà de près de 20 ans, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est des décisions qui ont été prises fort longtemps, mais qui ne sont jamais appliquées. Cette fois-ci, je crois, avec l'avènement de la rupture, les choses vont très vite. Je crois que si c'est effectif et que les chefs-lieux sont adoptés et que de façon administrative, les choses peuvent aller plus rapidement, là, ça va vraiment donner un soulagement à la population. Au lieu de faire de longs déplacements pour les dossiers administratifs et autres, je crois que ça va vraiment faire du bien à la population. Le président Talon vient d'abattre, vient d'achever, puisque le président Mathieu Kérékou devrait le faire. Le président Yaïboni aussi devrait le faire, il n'a pas pu. Ça prouve que avec le président Talon, il faut s'attendre à la réussite des cas impossibles. Puisque vous voyez, les 12 départements que nous avons aujourd'hui ont désormais chacun leur préfet. Et c'est ce qu'il fallait faire pour faciliter la vie à la population béninoise. Et la population de Savalou n'a pas attendu les nominations des préfets et ils ont commencé par avoir des réactions de mécontentement
Mais voilà que le président avait prévu nommer un fils de Savalois à la tête. Et vous voyez, pareil pour Alada. Alada est chef-lieu, mais c'est un fils de Ouida qui est le préfet. Donc je le remercie beaucoup et j'invite la population à rester calme. Nous avons un président intelligent et posé, qui n'est pas pressé. D'ailleurs, il ne sert à rien d'être pressé, de se précipiter et regretter après certaines décisions. On a nommé le préfet. C'est pour que les administrés soient bien cadrés, pour que les administrés soient à l'aise. C'est l'intention. Mais le marché de Tontokwa n'a qu'à quitter le giron de l'État pour venir à la mairie. La mairie va trouver les moyens pour s'occuper des problèmes des ces administrés. Et la préfecture, on doit avoir la compagnie. On doit avoir les directions départementales, enseignement, communication, tout ce qu'on connaît comme ministère, tout ça. On n'a rien fait de tout ça là et on dit on a nommé préfet. Le préfet va faire quoi? On ne nomme pas sans les moyens. Où sont les moyens? On va le mettre dans un cachot pour dire que c'est la préfecture. On construit la préfecture d'abord. On amène la compagnie. On amène les équipements. On amène tout. On a nommé la préfecture. Il y a la direction départementale de l'enseignement. La direction départementale. Rien n'est fait. Et on dit au préfet, non, ça c'est du vent. Moi, je n'apprécie pas ça. L'actualité hors du Bénin à présent, le Burkina Faso a lancé ce jeudi la construction d'une centrale solaire de 33 MW. C'est la plus grande du Sahel et de ce pays ensoleillé d'Afrique de l'Ouest où 80% de la population n'a pas accès à l'électricité. Fournir de l'électricité en plein temps au Burkinabé devient la priorité du gouvernement du pays. La centrale solaire de Zaktouli est donc lancée ce jeudi au Burkina Faso afin de satisfaire le besoin en énergie. D'un coût de 47,5 millions d'euros, soit environ 14 milliards 760 millions, dont 25 millions d'euros de dons de l'Union européenne, la centrale solaire ouvre ainsi la voie au développement des énergies renouvelables au Burkina Faso. Au bout de 14 mois, vous aurez environ 129 600 panneaux solaires avec une puissance unitaire de 260 watts qui seront implantés sur ces champs. En plus de cela, vous allez avoir des équipements techniques qui permettront de transformer l'énergie issue des panneaux solaires en courant ondulé élevé pour qu'on puisse injecter sur le poste des Zaktouli que vous voyez à côté. Dans les 5 prochaines années, les dirigeants du Burkina Faso comptent injecter une centaine de mégawatts d'énergie solaire dans le réseau électrique du pays, soit la moitié de ce qu'il produit actuellement. Après de nombreux incendies criminels en début de semaine à Pretoria, la nuit du mardi à mercredi a été marquée par des pillages de magasins dans certains townships de la ville. D'après les habitants, ce sont désormais des divorcés sociaux qui sévissent dans la capitale sud-africaine. Un tailleur dont le magasin a brûlé explique. Nous sommes tailleurs, donc il y avait des vêtements, des machines et des chaises. Il ne reste rien. Il y a ce problème politique en ce moment à Chouane au sujet du candidat à la mairie. Les gens ne veulent pas du candidat choisi par le parti au pouvoir, l'ANC. Ils disent qu'elle vient du KwaZulu-Natal alors qu'ils veulent quelqu'un d'ici, de Pretoria. Donc tout ce chaos dans Chouane, la métropole, c'est à cause de ça. Mais maintenant, les pillages et les incendies et tout ça, ce n'est pas de la politique. Le plus grand quotidien indépendant de la Zambie a été fermé par la police et le service des impôts du pays pour non-paiement d'impôts, mais le rédacteur en chef accuse le gouvernement zambien de censure à 2 mois de l'élection présidentielle prévue pour le 11 août prochain, suivant les réactions de quelques employés après la fermeture du quotidien. Quand ils sont venus, on leur a montré qu'on avait en fait payé la quasi-totalité de la somme demandée. Voici les mensualités de paiement qu'on a montrées au gouvernement qui montrent qu'on a presque tout payé. Mais ils ont dit qu'ils n'ont pas eu assez à l'argent, donc ils considèrent qu'on n'a pas payé. En regardant la situation, ce n'est pas une bonne chose parce que c'est comme une agression envers les médias.
Ça aurait pu être compris si le gouvernement avait prévenu le poste à l'avance au lieu de fermer leurs locaux. Je crois que c'est le seul média dont dépendent les leaders et les partis d'opposition. Honestly speaking, I think there is no tax holidays for companies like the Post. And I think it was prudent for government to have taken the move which they... Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de congrès fiscal pour les entreprises comme le Poste et je crois qu'il était prudent pour le gouvernement d'agir ainsi. Je crois que c'est bien reçu par les Zambiens qui ont besoin de développement. Cet argent était sûrement destiné à construire des cliniques, des hôpitaux et à fournir des médicaments aux hôpitaux gouvernementaux. Probablement, cet argent aurait pu être utilisé par le gouvernement. Malheureusement, le Poste a cru que tout était acquis à cause de la situation politique en Zambie. They took things for granted, because of the political dimension in which Zambia have been. 6 mois après un scrutin qui n'a pas pu aboutir à la formation d'un gouvernement, les Espagnols retournent aux urnes dimanche prochain. Ils voteront pour la deuxième fois à l'occasion des législatives où les conservateurs sont favoris devant le nouveau parti anti-austérité Podemos qui supplanterait le Parti socialiste comme première force d'opposition. Reportage. 6 mois après, les Espagnols retournent aux urnes dimanche. Les législatives de décembre dernier ont mis fin au traditionnel duel Parti populaire, Parti socialiste. Avec l'irruption de Podemos à gauche et de Ciudadanos au centre droit, plus de majorité absolue et les négociations n'ont pas permis de sceller des alliances. Depuis, le Premier ministre sortant Mariano Rajoy expédie les affaires courantes et c'est à nouveau sa formation, le Parti populaire, qui devrait arriver en tête. Si le vote modéré s'unit autour du Parti populaire, les radicaux et les extrémistes perdront. Et le bon sens, l'équilibre et la modération gagneront. La modération contre l'extrémisme. Pour le PP, le danger vient de Podemos. C'est la nouveauté de cette campagne, la percée du parti antilibéral, allié aux écolo-communistes de Izquierda Unida. D'après les sondages, la coalition Unidos Podemos devrait devancer le Parti socialiste. Il y a deux options. Je crois que le Parti socialiste va devoir choisir. Ces deux options sont très claires, soit un gouvernement avec le PP, soit un gouvernement du PSOE avec Unidos Podemos. Mais les socialistes ne veulent pas entendre parler d'une alliance avec Podemos. En mars, allié avec le centriste Albert Rivera, Pedro Sánchez a tenté l'investiture au Parlement. La formation de Pablo Iglesias a voté contre. Aujourd'hui, c'est la guerre ouverte à gauche. Un problème comme Rajoy ne peut pas se résoudre par un autre problème, Pablo Iglesias. La solution est ici, c'est le Parti socialiste espagnol, un changement qui unit. Une division à gauche dont Mariano Rajoy espère profiter pour se maintenir finalement au pouvoir. Pour barrer la route à Podemos, les socialistes n'auront que deux options. Entrer dans une grande coalition avec le Parti populaire et les centristes ou laisser le PP former un gouvernement minoritaire. Le récif de Scarborough, la Chine et les Philippines n'ont de cesse de se le disputer. Le conflit dans cette partie de la mer est tel que les pêcheurs philippins sont obligés de se battre pour y exercer leur activité. Reportage. Face à face entre des pêcheurs philippins et des garde-côtes chinois. Ces images tournées par des pêcheurs montrent le différend entre les deux pays. Nous sommes à proximité du récif de Scarborough. Il est situé dans les eaux philippines d'après Manille, mais chinoises d'après Pékin. Pour l'auteur de la vidéo, qui préfère rester anonyme, c'est avant tout une zone où les gens de son village pêchent depuis des générations. On ne comprend pas pourquoi les Chinois nous repoussent du récif. Il appartient aux Philippines. C'est notre gagne-pain. C'est comme ça qu'on nourrit nos familles. La Chine a de facto pris le contrôle du récif en 2012 en y stationnant ses bateaux. Depuis, les pêcheurs affirment qu'ils sont systématiquement chassés de la zone, parfois à coups de canon à eau. Une fois, ils se sont approchés du bateau et ils nous ont envoyé de l'eau. La pression était si forte que ça a cassé les glacières qu'on avait à bord. Alors on est parti. On avait peur. Un de mes collègues a failli sauter du bateau. Pékin revendique la souveraineté sur la majorité de la mer de Chine du Sud, soit plus de 3 millions de kilomètres carrés, en vertu d'une carte datant des années 40. Le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et Taïwan ont également des prétentions sur la zone. La tension est montée d'un cran depuis que la Chine y a construit des îles artificielles suffisamment grandes pour y accueillir des bases militaires.
En réponse, les Philippines ont porté plainte auprès d'un tribunal international affilié à l'ONU. De notre point de vue, cette revendication illégale de la Chine est excessive et expansionniste. Elle n'a aucun fondement aux yeux du droit international. En plus, la Chine mène des actions unilatérales agressives, des provocations en mer de Chine du Sud pour essayer d'imposer ces revendications. Les pêcheurs de la côte, eux, ont besoin de travailler et n'attendront pas le verdict pour retourner en mer. La Chine a de toute façon refusé de prendre part à l'arbitrage et a d'ores et déjà annoncé qu'elle ignorerait toute décision en sa défaveur. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce soir. Merci pour l'attention et à demain.